Ok, salut tout le monde, bienvenue dans le podcast. Alors, salut Axel. Salut. Salut Shana. Salut Tiffany. Salut. Bon, on se retrouve à 4. C'était un peu l'idée d'Axel et Tiffany, vous m'avez fait part, quoi. Ça pourrait être hyper cool de faire justement un petit débat à plusieurs, débat, discussion, je sais pas comment on va appeler ça. Mais j'ai trouvé ça super cool aussi, donc on a planifié ça. On va discuter aujourd'hui d'un gros sujet autour des athlètes, qui est en gros l'acceptation de l'image suivant les différentes phases qu'on peut passer, prise de masse, sèche, je sais pas, mini-cut, n'importe quoi. Et aussi de comment on appréhende aussi tout ce qui est l'entraînement. Je sais que Shannon on avait déjà un petit peu discuté en off, que tu culpabilisais, je pense que c'est le mot. Par rapport à quoi, du coup Si tu t'entraînais pas, ou si tu avais tes jours off, des choses comme ça. Au niveau des entraînements, ouais, au niveau de faire de la récup ou des choses comme ça, ouais. Ouais, donc je pense que ça peut être aussi un sujet intéressant, je sais pas, les différentes opinions que vous avez par rapport à ça. Peut-être Tiffany aussi, le avant-après, tu sais, comment tu faisais. Oui. Moi, c'était surtout quand je suis sortie de l'anorexie, prendre des jours off, sachant que je compensais déjà au moment où je me réalimentais. Donc, je faisais du 7 sur 7 quasiment pendant un an. J'ai fait ça, je pense. Donc, c'est vrai que j'ai appris à prendre des jours off quand j'ai appris à m'entraîner intensément parce que j'y étais obligée. Mon corps ne récupérait pas sinon, et puis je stagnais énormément. Et puis, c'était d'autant plus frustrant pour moi qu'il y avait une marge de progression assez fulgurante. Tout à fait. Mais je pense que si vous voulez, on peut déjà commencer avec ce sujet-là, peut-être, pourquoi pas, comme on a déjà un petit peu commencé, tu vois. Donc, je sais pas si Shana, tu veux un peu expliquer comment tu vois les choses, comme ça, peut-être qu'on peut un peu débattre sur nous, ce qu'on pense, comment on voit les choses, tout ça. Ouais, en fait, moi, c'est vrai que de l'anorexie, en fait, je suis passée à un phénomène compensatoire directement dans l'entraînement au niveau du sport. Et c'est vrai que ça m'a jamais vraiment lâché entre guillemets, tu vois. C'est vrai que c'est quelque chose qui me suit depuis toujours, en fait. Et j'ai ce besoin-là de m'entraîner, alors pas 7 jours sur 7, mais c'est vrai que je suis plus sur 6 jours. Mais comme je suis coach, à côté, je fais mes cours co. Donc, je vais faire des RPM, je vais faire des pumps, je vais faire des choses comme ça. Donc, en fait, je suis dans une dépense calorique qui est presque tout le temps la même en termes d'entraînement, même quand je m'entraîne pas. Je vais avoir un cours de vélo et un autre cours encore. Donc c'est vrai que je suis toujours hyper active entre guillemets et j'ai du mal en fait à accepter qu'il y a des moments où mon corps il va avoir besoin de récup en fait. Enfin, je le sais, je suis coach donc je suis la première à donner ces conseils-là aux personnes qui me suivent ou autres. Mais pour me le mettre à moi et me le mettre en place, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai qu'il y a des moments où, là, sur la fin de prépa, ça a été, je suis sortie de scène, le samedi, j'ai eu ma carte pro, le lendemain à 7h30, j'étais à la salle et c'était reparti. Enfin, j'ai pas laissé mon corps, me reposer ni rien, même si, j'en aurais peut-être eu besoin, quoi. Donc c'est encore un peu compliqué sur ce point-là, en tout cas, donc voilà. J'avais une question pour toi, Shana. C'était savoir si, par rapport au TCA, quand tu as commencé à devenir coach, est-ce que c'était pas une manière à toi justement de pouvoir vivre avec ton trouble alimentaire, à la fois de pouvoir vivre aussi en ayant cette sécurité-là, de te dire, bon, je suis coach, c'est un métier qui me convient parce que à la fois, ça me permet de maintenir mon trouble et de maintenir une zone de confort et une sûreté. Et au final, c'est pas vraiment ton épanouissement authentique, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que du coup, tu as basculé vers le body et que ça t'a plu? Alors, C'est quelque chose qui est intrinsèquement ancré en toi ou vraiment c'est par rapport à ton trouble qui t'a orienté vers cette voie-là? Non, parce qu'en fait, quand je suis sortie de l'anorexie, donc j'étais encore au lycée et après le lycée, en fait, j'ai fait une fac d'histoire. Donc j'ai une licence en histoire et c'est que par la suite, quand, je suis vraiment tombée amoureuse du body, que quand il a fallu choisir si je faisais un master en enseignement ou si je devais, trouver une autre voie, pourquoi pas un Dust? Parce que, c'est vrai que ça faisait un petit moment déjà que je faisais des planifs pour des amis à moi, des choses comme ça et donc c'est pour ça aussi que je me suis dirigée vers ça, mais c'est pas, de l'anorexie, je suis directement allée, sur un diplôme, de coach. J'ai encore eu, facile 6 ans, on va dire, où après j'étais guérie de l'anorexie, tu vois? Là, à l'heure actuelle, l'anorexie, il y a des moments où c'est encore un peu compliqué, mais je suis plus dedans, comme je l'étais avant, tu vois? Donc il y a Que tu maintiens quand même de ouais. temps en temps qui reviennent parce que forcément on n'est jamais à 100% armé contre ça. Moi, la première, il y a des phases où forcément la voix, tu l'entends, elle est là, elle est Exactement. prenante.
Mais après, on apprend justement à s'en accommoder et à faire en sorte que chaque jour, tu t'endurcisses face à elle. Ouais, c'est exactement ça. Et puis c'est le petit rappel, des fois, tu sais, tu as l'impression que tu es guérie. Quand j'étais en sèche, la seule chose que j'avais peur, c'était de perdre du poids, parce que je me sentais bien en prise de masse. Et au final, quand tu dois refaire le chemin inverse, elle te dit je suis encore là. Et tu dis bon, va falloir accepter, va falloir de nouveau l'écouter, dire ok, je sais que tu es là, mais par contre, laisse-moi faire mon taf, quoi. Donc voilà. Et maintenant justement que tu es athlète pro, ça t'aide pas à repartir vers une phase de bulk pour justement améliorer tes points faibles via le retour des juges que tu as eu, pour te dire, ok, maintenant je suis non seulement une athlète, mais une athlète professionnelle, et je vais avoir besoin de passer par cette phase-là, donc à bas l'anorexie, pour justement ne pas freiner ton ascension, tu vois. Ouais, en fait, il y a eu un petit moment de latence parce que comme je le disais dans le podcast avec Ophélie, la carte pro, en fait, je l'ai eu tellement rapidement que déjà d'assimiler le fait que, en fait, on te donne un truc et puis on te dit, tiens, en fait, cadeau. Et comme je l'avais pas forcément cherché, déjà de l'accepter, de prendre le recul nécessaire, en fait, tu as tous tes troubles qui reviennent d'un coup, toutes les faiblesses que tu avais, elles reviennent. Et en fait, il y a Même le côté de te dire que tu n'étais peut-être pas méritante, parce que forcément, l'anorexie, c'est déjà, quand tu as un manque de confiance en toi, ça s'immisce. Ouais, Et de voir que de toi-même, en ayant une discipline de fer, parce que nous aussi, c'est un attrait particulier qu'on a quand on passe par des phases de troubles alimentaires, c'est que tu es comme ça. Ouais. Et là, de te dire, est-ce que vraiment je l'ai mérité? Et puis, tu as toujours cette voix qui te dit, non, ou alors tu vas me suivre, tu vas faire ça. Et puis, du coup, tu rentres un micmac qui est assez prenant et pesant aussi à la longue. Donc, j'espère que ton coach, justement, il est suffisamment... Ouais, en fait, on en a énormément parlé. C'est vrai que encore plus sur la fin de prépa et sur en fait, il a été présent. Mais en fait, ce syndrome de l'imposteur, je l'avais jamais vraiment vécu parce que moi, je pars du principe si tu mérites quelque chose, on te le donne, tu vois. Mais comme on était vraiment parti sur Francfort en mode de toute façon, il jouerait rien, donc autant kiffer. Et en fait, tu te retrouves face à une chose que tout le monde voulait depuis des années et tu dis mais enfin, c'est pas prévu pour aujourd'hui. En fait, on peut juste refaire semaine prochaine peut-être, mais pas là. Et du coup, tu descends de scène, t'as toute l'euphorie qui retombe et tu dis et maintenant en fait, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Et c'est là que du coup, tu as toutes tes faiblesses qui reviennent, toutes tes petites voix un peu intérieures qui n'étaient pas forcément là quand tu étais vraiment déter et que tu étais focus. Et là, en fait, tu te réveilles le lendemain et tu te dis waouh! Et il y a eu un gros moment pendant 3 semaines, 1 mois, là ça va faire 2 semaines où ça va un peu mieux et puis j'accepte de remanger parce que je sais qu'il faut faire de la masse. Mais il a fallu vraiment. Ça a été très compliqué. Ça a été compliqué, ouais. Et toi, Axel, vas-y, tu voulais dire quelque chose à Tiffany? Surtout je pense que Shana, on se comprend là-dessus dans le fait d'avoir vécu l'anorexie. Et c'est comme ce que je t'avais dit, Ophélie, c'est que moi, j'étais persuadée qu'en faisant une sèche, j'allais retrouver ma sèche d'anorexique. Mon Shana, elle l'a eu parce que elle a vraiment atteint un niveau exceptionnel et je pense qu'aussi elle s'entraîne depuis bien plus longtemps que moi, tu vois. Et d'avoir retrouvé ce côté-là qui est aussi un esthétisme qu'on avait nous par le passé, mais sans masse musculaire, et là de l'avoir en plus, c'est plus difficile de t'en séparer, tu vois, même si on sait que c'est temporaire et qu'après la masse est tout aussi temporaire qu'une sèche et que c'est toujours un cheminement constant. Donc c'est vrai que c'est pas évident quand tu vis ça par le passé et qu'actuellement il y a des objectifs qui sont encore plus grandissants. Ouais, c'est ça. Et puis il y a eu un moment, en fait, je me voyais pas vraiment. Je me voyais pas mincir au niveau du haut du corps, j'étais vachement sèche, mais ça allait. Et il y a eu un soir où vraiment je me suis regardée dans le miroir, je me suis retournée en fait et je me suis vue vraiment, alors les joues creusées parce que j'étais fatiguée, les épaules et la cage thoracique vraiment maigre comme je l'étais quand j'étais anorexique, avec le fameux trou là au niveau de la cage thoracique que je n'avais plus depuis des années. Et en fait, je me suis regardée et la première fois que je l'ai vue, je me suis effondrée vraiment. Je me suis dit, mais ça ne me plaît pas du tout. Et au fur et à mesure, en fait, tu t'y habitues et en fait, ça te plaît ce que tu vois, tu vois. Et c'était un peu ambivalent. Une fois, ça allait, ça me plaisait. Puis l'autre fois où je me disais, je me préfère plus en forme. Enfin, en forme. Même d'avoir des formes, ça te renoue avec ta part de féminité qu'on cherche à supprimer vis-à-vis de cette maladie. Ouais, exactement, ouais. Justement, avant de continuer là-dessus, j'avais juste une question par rapport aux jours off. Toi, tu les appréhendes comment, Axel, tes jours off? Moi, très bien.
Alors moi, j'ai aucun souci avec ça, hein. Vraiment, j'ai pas de problème avec ça. Au contraire, je sens que j'en ai extrêmement besoin, sinon j'arrive juste tout simplement pas à tenir l'intensité que je tiens aux entraînements le lendemain. Ça se ressent direct sur mes perfs, ça se ressent sur mon moral, parce que je suis en forme. Donc non, non, moi je sais que je le vis très bien. Je les attends avec impatience. J'ai aucun problème à ne pas mettre les pieds à la salle le jour où je dois me reposer. Moi, c'est vraiment. Et puis, je pense que c'est tellement ancré dans ma tête le fait que c'est nécessaire et que ça fait tout autant partie de ma progression que les jours où je m'entraîne et que je me donne à fond que j'ai vraiment jamais eu de problème avec ça. En tout cas. Moi, je pense qu'on est un peu pareil. Enfin, là-dessus, je suis pareil qu'Axel. J'ai vraiment, même moi, tu sais, limite, si j'ai 2 semaines, moi j'exagère, j'ai jamais pris 2 semaines, tu vois, mais une semaine de deload, je suis bien, je suis cool, tu vois, ouais, pas d'entraînement, c'est bien, vraiment j'apprécie. Alors, même si j'adore m'entraîner, tu vois, j'aime beaucoup les jours off. Mais c'est ça, si j'avais une question, parce que entre ce que Axel dit, Tiffany, qui toi a vécu les deux, et Shana, tu vois, de ce truc de on s'entraîne avec intensité. Shana, je sais que tu t'entraînes aussi avec intensité, tu vois. Et je te posais aussi la question en off, Shana, je me dis comment tu fais pour tenir? Tu vois, on a un tel rythme, moi je me verrais pas m'entraîner 7 jours sur 7 en RPM, machin, pour moi ce serait invisible, je serais genre en mode lavette toute la journée, tu vois. Bah, des fois, je le suis, tu vois. En fin de set, je l'ai senti passer. Mais je pense qu'on sous-estime trop le mental dans le sens où, bon, je pense que Tiffany, tu l'as vécu aussi. Quand dans l'anorexie, tu te retrouves à 20 kilos et tu fais encore des squats, des sauts dans ta chambre d'hôpital et que tu te dis, mais j'ai rien mangé depuis 3 jours, comment c'est possible? Je pense que le mental que j'ai eu là, il tient encore là-dessus. Et c'est en fait ce mental qu'il faudrait que j'arrive des fois à calmer un peu. Mais du coup, c'est pour ça aussi que, en fait, je me pose pas la question, tu vois. Dieu merci, j'ai jamais été blessée, mais les charges, bah, elles doivent continuer à progresser. Donc, je me pose pas la question. C'est comme si mon mental, il switchait et si je dois faire 8 reps, j'augmente la charge et je dois faire mes 8 reps et je me pose pas la question, en fait, si je vais y arriver ou pas. Il faut que j'y arrive, c'est tout. Et du coup, je pense que c'est une force, mais c'est aussi une faiblesse parce que du coup, j'arrive pas à m'écouter. Enfin, j'arrive pas à écouter ce qu'il faudrait vraiment que je fasse, quoi. Ouais, très clairement. Et moi, la différence, c'est que pendant la prépa, je devais faire énormément de pas et ça m'a dégoûté parce que ça m'a rappelé la période où je faisais dans mon 30 mètres carrés, je faisais du 30 000 pas non-stop à faire ça toute la journée et de voir que j'avais pourtant un nombre de pas dérisoire comparé à ce que je pouvais faire et qu'en plus, à cette époque-là, bah, je faisais 25 kilos et que j'y arrivais à le faire et que je me sentais pas fatiguée de le faire et que là, je me sentais incapable de faire quoi que ce soit tellement la prépa, elle était pesante. Je comprenais pas en fait cette dissociation parce que la Tiffany d'avant, elle n'était pas censée avoir de ressources pour faire ce qu'elle faisait, alors que là, j'en avais quand même un minimum pour être en santé et pourtant, j'étais 2 fois plus éreintée et j'avais plus cette volonté de le faire parce qu'il y a vraiment un dégoût qui s'est formé vis-à-vis de ça. Et c'est vrai que c'était particulier de revivre une prépa, mais de manière consciencieuse, comme je t'en avais parlé Ophélie dans le podcast, de se rebasculer là-dedans, parce que tu vois que mine de rien, ça reste quelque chose qui n'est pas en santé. Et quand tu t'es sorti d'une chose malsaine et que tu repars dans une autre, mais en l'ayant choisi pour voir un peu où t'en es mentalement, c'est quand même assez colossal hein, comme exercice. Oui, ouais. Et c'est vraiment risqué comme. Enfin, j'en ai pas conscience en fait à quel point c'était risqué pour moi de faire cette sèche. Pour moi, c'était vraiment. On verra, mais le après, je l'avais pas anticipé, on va dire. Je l'anticiperai complètement différemment sur les prochaines compètes, quoi. surtout quand tu sais que refaire une prise de masse, c'est ce qui va améliorer ton physique, comme tu disais Tiffany avant. Ouais. C'est vrai que c'est un truc à prendre en compte et c'est un truc aussi. Je me rappelle d'une question maintenant qui me vient tu vois, en tête, d'un commentaire sous une photo de Florian, tu vois, qui disait ouais, mais du coup, c'est quoi ton poids en gros ou ton physique normal, tu vois? Et il avait répondu bah, j'ai pas de physique normal, je suis juste un athlète. Donc je suis des fois sec, je suis des fois très volumineux, plus gras, moins gras, mais il n'y a pas de physique en mode normal, tu sais, on n'est jamais normal, on n'a pas ça, quoi. Ouais, Il y a pas longtemps, Sam, il a eu un commentaire comme ça aussi, parce qu'il fait des réels pour expliquer les manières de poser.
Et bon, il a fait ces réels-là en prise de masse parce qu'actuellement, il est en prise de masse. Il y a quelqu'un qui lui a dit, mais pourquoi tu montres ce genre de contenu sachant que tu es en masse et qu'on voit pas de détails et que ça nous sert à rien? Alors que si, parce qu'il détaille tout d'une manière pédagogique pour que justement les gens puissent se placer leurs mains, se mettre en valeur, et qu'il y ait masse ou sèche, dans tous les cas ça change rien puisque tu peux quand même voir le rendu sur sa page, tu vois. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de physique prédéfinie et si on se cantonne qu'à ça, au final on ne présente plus rien. Oui, c'est comme Axel qui est bien entamé sa prise de masse, c'est là où tu fais le plus de gains. Je pense sans ça, tu peux pas faire des gains comme ça. Il y a la moitié des athlètes finalement, même si beaucoup le font, faut se le dire, soyons très honnêtes, ne présentaient pas leur physique en période de masse et mettaient des photos en sèche toute l'année. Au final, on n'est pas dans quelque chose de réaliste et c'est aussi ça qui crée un fossé, tu vois. En même temps, faut le dire, hein, c'est pas évident. Puis, en plus, par rapport à cette question de quel est ton poids normal et tout ça, je pense que d'une phase à l'autre, d'une prise de masse à l'autre, tu remontes jamais peut-être au même poids ou alors tu montes plus haut mais tu as une meilleure condition. Enfin, ça change tellement que c'est une question, je trouve que... Toi, là, le poids, les gens font une fixette dessus, mais ça ne veut plus rien dire maintenant. Non, vraiment pas. Et justement, en parlant de ce que Stéphanie disait, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'affichent en masse. Toi, tu disais que c'était difficile de s'afficher en masse, Axel. Vraiment? Tu as du mal à montrer? Alors, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Je pense que je l'avais jamais fait avant, plus pour des questions personnelles, plus du fait que pour moi, il y a certaines choses que tu dois garder pour toi ou pour la personne qui partage ta vie et tout ça. Et j'avais cette barrière de montrer une certaine facette de moi sur les réseaux. Mais je me suis dit, à un moment donné, je sais vers quoi je me dirige. Je sais que je suis coach, que j'ai envie d'être athlète, du moins, je le suis plus ou moins. Et je sais qu'un jour ou l'autre, je vais me montrer en bikini, même si ce ne sera pas la même condition. Et c'est là où il faut arriver à faire la différence. Moi, je sais que j'arrive à accepter ce physique totalement, j'arrive à le montrer, mais je ne voulais pas que les gens puissent avoir un regard différent que d'un regard d'athlète. Parce que forcément, quand tu regardes quelqu'un qui est conditionné, qui se présente en bikini, tu vois voilà, ses muscles, tu vois directement, enfin voilà, tu montes ton physique d'athlète. Alors qu'en off, quand tu es une femme, je trouve ça un peu plus compliqué et je trouve que ça peut être un peu vu de façon différente. Donc c'est là où j'avais une petite hésitation. Mais bon, je me suis dit que de toute façon, je pense que je renvoie quand même très bien l'image de qui je suis et que c'est pas en postant ce genre de contenu que ça va changer quoi que ce soit. Mais j'avais cette réflexion aussi. En dessous, ouais. Je pense qu'on l'a tout tué en soi. Hein. Ouais. Parce que même quand je me disais, tu vois, des fois je disais à Florent, ouais, j'aimerais aussi, tu vois, enfin, il y a quelques mois en arrière, tu vois, vraiment montrer, me mettre, alors lui se mettait même en string, hein, parce que c'est un string, hein, leur trunk de posing, quoi. Et du coup, je me disais, mais moi, je n'oserais pas, en fait, j'ose pas, et pourtant, si, je fais de la muscu, j'ai aussi envie. Donc, je suis arrivée à me détacher de ça, tu vois, mais c'est vrai qu'il y a moins cette pression autour des athlètes hommes, même s'ils ont aussi un truc, ouais, tu te mets en string, t'es pas un homme, c'est pas un... Enfin, tu vois le truc. Quand même, majoritairement, on a un audimat qui est plus féminin et des femmes qui se raccrochent aussi à notre évolution physique, donc qui ont peut-être envie de voir la chaîne postérieure, tu vois, et de voir l'évolution de temps à temps en termes de date ou de mois. Donc c'est vrai que moi aussi, c'était la question. Des fois, je demandais même à Sam, tu penses que ça passe en bilan à poster parce que j'avais pas une vision très objective de comment j'allais être perçue, tu vois. Bah, tu vois, moi j'ai du mal encore à poster de vidéos, même de bilan de derrière. De vraiment la pose, ça j'arrive pas encore, toi. De côté, de face, ok. Mais de derrière, j'ai trop du mal encore. C'est vraiment une barrière. Mais après, tu es sur les réseaux, c'est compliqué aussi. Hein. Tu sais que c'est peut être vu par tout et n'importe qui. C'est vrai que c'est compliqué et que tu t'affiches, enfin, c'est un peu à corps ouvert à tous les commentaires, toi. Et surtout si tu es en phase de prise de masse et que c'est déjà une période compliquée psychologiquement pour nous les femmes, parce qu'on nous a toujours, c'est assez sociétal, hein, que plus tu mincis, plus on enjolive un peu la chose, tu vois. Donc quand tu te présentes avec plus de forme, plus de rondeur, ou des fois les prises de masse, ça peut monter haut, et c'est des personnes qui n'y connaissent rien, donc du coup dans les commentaires, tu peux avoir quelque chose d'assez, qui te caractérise de manière désobligeante. Et si toi, tu es fragile mentalement déjà de base, ça peut déjà... freiner ta progression aussi. Donc, c'est là où remettre tout en question. Voilà. Que ce soit par ton coach ou tes amis,
Enfin, moi, je sais que demain, je peux avoir un commentaire qui me dit, mon Dieu, tu fais presque 90 kilos, ma grosse, je sais pas quoi. Enfin, je sais que franchement, ça me passera au-dessus parce que encore une fois, quand tu es bien entouré, que ton coach, il t'explique pourquoi tu fais ça, que tu as des amis qui sont aussi derrière toi, que ta famille, enfin, et que même toi, tu as un regard, bon, pas trop biaisé non plus, et que quand tu es sûr de toi, je pense que c'est là où c'est important aussi d'être bien entouré par rapport à ce que tu peux recevoir. En sachant que la plupart de leurs commentaires sont pas non plus souvent objectifs. Tu vois, il y a un moment, je crois, j'étais à mon poids presque le plus bas que j'avais eu, donc encore quand j'étais coachée par Lucas, j'ai peut-être aux alentours de 56-57 kilos, tu vois. Et j'avais eu un commentaire genre Obélix, tu vois, genre vraiment le truc qui dit ah, bah merde, si tu me vois plus tard, je sais pas si tu vas dire, toi, mais c'est vraiment, en vrai, il y a des commentaires, c'est abusé. Oui, puis souvent, suivant la vision de la personne qu'elle a d'elle-même, quand elle regarde quelqu'un d'autre, eh bien, tout est biaisé finalement. Il n'y a rien de véridique. Donc, c'est vrai qu'il ne faut rien prendre au sérieux dans ce cas de figure-là. Je pense que tout ça, ça joue beaucoup aussi pour toi, Shana, comme tu disais, le fait que tu aies eu cette carte pro qui te tombe d'un coup dans les mains sans que tu t'y attendes et que du coup, déjà d'une, le temps que tu encaisses ça, et de deux, le temps que tu te dises, ok, donc maintenant, les gens ont des attentes de moi. Maintenant que j'ai ce titre, que ce soit ton coach, forcément, tu te le dis, que ce soit ton coach, que ce soit tous les gens qui ont suivi, enfin, même pas suivi ça, parce qu'en plus, tu partageais même pas spécialement tout le processus qu'il y a eu avant. Donc, on découvre juste, bah, voilà, Shana professionnel, athlète professionnel. Et donc, maintenant, tous les gens qui te suivent maintenant s'attendent à du contenu professionnel, s'attendent à un physique, enfin, plus ou moins, hein, je te dis pas ça hein, pour te mettre. Alors, tu vois, je suis même pas sûre. C'est ça que tu le ressens aussi, et que du coup, c'est pour ça que tu appréhendes vachement la suite, en fait. Bah en fait, c'est vrai que comme j'ai pas appréhendé et puis je suis pas sur les réseaux de base, la première publication que j'ai faite, c'est mon coach qui l'a faite pour le régional de Strasbourg. Avant, j'avais que quelques stories à la une et puis c'est tout. Et en fait, je me suis dit, il va falloir quand même que je partage, mais du coup, qu'est-ce que je partage? Là, je vais rentrer sur une prise de base, donc le physique que j'ai là sur scène, bah en fait, je ne l'ai plus. Enfin, tu vois, par exemple, tout con, hein, mais j'avais une séance avec un photographe sur Paris. Euh, Mine de rien, j'osais pas prendre du poids jusqu'à cette date-là. Donc, je pense que depuis la semaine dernière, j'ai accepté vraiment allez, c'est bon maintenant, on va manger des chocobons et tout. Mais avant, en fait, j'étais encore en mode, le shoot qu'on va faire, j'ai envie encore d'être sèche, j'ai encore envie d'être conditionnée, etc. Et je l'ai été, hein, mais ben, j'étais encore stressée par l'image que j'allais renvoyer, tu vois. Et même le photographe m'a dit, mais ça fait 5 semaines que t'es descendu de scène, t'es encore hyper conditionnée, tu prépares un autre truc. Et je dis, non, non, je suis censée être en prise de masse, quoi. Donc, mais psychologiquement, je me disais, mais les gens, ils vont dire quoi sur les photos, tu vois. Enfin, c'est con, hein, mais une part de moi savait qu'elle devait reprendre du poids. Et l'autre part, ben, je me disais, il faut que ça représente ce que j'étais sur scène, quoi. Et c'est en voyant les photos et en renvoyant le bilan le lendemain, du coup, à mon coach. Et il me dit, bon, par contre, là, on commence à perdre en masse en fessier parce que ben, tu fais trop de déficit, tu marches trop, tu es trop hyperactive. Donc, c'est bien hein, de pas trop prendre de poids, mais là, le problème, c'est qu'on dégrade le physique. Et je pense que le fait qu'il m'ait dit ça, le lendemain, je me suis dit, là, il faut vraiment que je me bouge et il faut vraiment que j'arrête. Enfin, il faut que j'arrête de faire de la merde. Parce que, comme dit, je suis passée pro, il va falloir prendre du volume au niveau fessier, au niveau ischio, au niveau quadri, ça on le sait, on a eu le retour. Hein. Mais il va falloir que je me bouge. Et c'est vrai que c'est toujours ambivalent, tu vois. C'est assez compliqué. Et pourtant, enfin moi je me place toi-même en tant que follower, tu vois, c'est hyper intéressant déjà que tu viens. T'affiches un physique extraordinaire, tu vois. Moi je m'attendais pas à un physique comme ça sur scène, donc je l'avais déjà dit. Hein. T'as vraiment un très très gros physique. On se dit putain, bah, on a envie de voir la suite. Ce que tu manges, comment tu t'entraînes, ton physique qui évolue, la prise de masse, moi ça m'intéresse. Enfin moi je sais que ça m'intéresserait de fou, tu vois. Parce que c'est beau les physiques secs, comme dit, c'est beau sur scène. Mais quand tu as des gens qui sont vraiment passionnés par la musculation, c'est le processus en tu as fait. envie de voir. Ouais, tu as envie de voir le processus. Oui, c'est vrai, ouais. Surtout, moi, j'avais aussi beaucoup d'a priori. Pareil, c'était dans mon podcast avec Ophélie, je m'étais confessée par rapport à ça. C'était que j'avais pas la sèche que je souhaitais avoir. Et j'avais très très peur. Je m'étais mis énormément de pression sur qu'est-ce qu'on va dire de moi. Tiffany, elle a pas fait le taf, alors qu'en fait, si, j'ai suivi ma diète de A à Z. C'est juste que mon corps, vis-à-vis de ce que je lui ai fait endurer, il n'a pas voulu répondre de la même manière. Et ça a été très compliqué. Et au final, je me rends compte que j'ai eu aucun commentaire négatif. Personne ne m'a jamais rien dit.
Et c'était moi qui me suis mis la pression sur ça, alors que les gens, ils s'en fichent. Ils n'ont même pas retenu tout ce que moi, j'avais retenu de négatif sur moi. Et c'est passé, comme on dit, crème. Hein. Vraiment, il n'y a pas eu de souci quelconque. Et je pense vraiment qu'il faut se soulager de cette pression intérieure. Parce qu'on pense, un tel, il va dire ça, un tel, il va dire ça, des personnes qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, alors que juste, on est une publication parmi tant d'autres. Et ça ne changera rien, en fait. Il n'y a pas vraiment d'attente spécifique. Certes, quand on vraiment est passionné, il y en a, parce que forcément, il y a des athlètes qu'on préfère à d'autres et qu'on suit plus que d'autres. Mais il n'y a pas vraiment ce truc d'épier la personne au millimètre, au moindre faux pas, à voir si ça va être pas comme on se l'imagine, tu vois. Et comment vous appréhendez, parce que justement, me rappelle un sujet qu'on a discuté avec Shana qui me disait, oui, ce serait bien aussi que les athlètes même montrent un peu quand ils font un peu plus de repas hors diète, parce que même moi, je me rends compte que je ne le partage pas forcément, tu vois, alors que je mange des burgers, des sushis, même si j'ai des macros à tenir, tu vois. Et est-ce que vous accordez des repas comme ça hors diète ou pas? Oui. Moi, je les montre. Moi, je les montre aussi. Hein. Moi, j'adore. En plus, quand on est ensemble avec Axel, on est des vrais foodies. Alors, je vois, j'ai vu. Tous les taquets à chaque fois, on va chercher les meilleurs trucs dans telle ou telle ville. Ah ouais, non, on aime trop la bouffe. Parce que Shana, tu t'avais eu du mal, toi, avec le post-compète. Hein. Ouais, bah en fait, je pense que comme la continuité de la chose, hein, de me dire attends, je suis pro, donc je peux pas me permettre ça. Et puis la peur de prendre du poids, la peur de tuer la condition que j'avais, de plus jamais retrouver cette condition. Enfin, tout qui tourne dans ta tête à un moment donné. Et c'est vrai que tout le monde parle de post-compète. Tu vois, je suis descendue de scène à Francfort, il y en a, ils mangeaient des pizzas, des burgers en sortie de scène direct. Enfin, je sais même pas d'où ils sortaient leurs burgers. Vraiment, c'était n'importe quoi. Mais je me disais, et j'attendais vraiment ce moment-là de post-compète à me dire, je vais pouvoir enfin manger des trucs. Tu vois, à la salle, on nous ramène des fois des gâteaux, des choses comme ça. Et en fait, j'en étais incapable et ça a été super. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que quand justement tu voyais ces personnes-là manger leurs gros cookies qui faisaient la taille d'un avant-bras ou des pizzas qui sortaient de je ne sais où, est-ce que toi, intrinsèquement, du fait d'avoir eu un trouble alimentaire et que malheureusement il soit toujours un peu ancré, quand tu as vu ça, tu n'as pas eu cet esprit encore de compétition de te dire ok, eux ils font ça, mais moi je vais pas le faire. Moi je vais être encore meilleur qu'eux et je vais tenir, résister. Non, je pense que c'était vraiment plus intérieur. C'était vraiment moi contre moi-même. Enfin, il y avait une partie de moi qui en voulait. Il y a une autre partie de moi qui était mais terrifiée par le fait de tuer la condition en deux, tu vois. C'était vraiment, il faut que je reste conditionnée comme ça, parce que j'ai mis tellement de temps à avoir cette condition, etc. Et au final, ça m'a pas vraiment desservie, en fait, parce que mon coach, il a vachement réussi à trouver les bons mots en me disant: «Mais si tu te sens pas prête pour l'instant, ne te force pas», parce qu'après on sait ce que c'est de se forcer et d'arriver dans des dérives de crise ou autre. Il m'a dit: «Quand tu te sentiras prête, tu le feras». Et au final, là, la dernière semaine, j'ai commencé à manger beaucoup plus, entre guillemets, à me faire plaisir, etc. Et ça arrive maintenant. C'est peut-être un peu plus tard que tout le monde, mais je pense que c'est bien aussi, quoi. Donc voilà, parce que des fois, enfin, j'en ai parlé avec d'autres athlètes qui se sont vachement lâchés et après, pour retrouver un rythme, tu vois, moi, je l'ai fait vraiment progressivement. Je rajoutais, c'est con, hein, mais du ketchup sur mes repas, de la feta, des choses comme ça. Et là, les repas plaisir, j'ai repris que la semaine dernière, un peu au fur et à mesure. Ouais, ça fait 6, et du coup, là, ça fait 6 semaines, c'est ça? Ouais, ça fait 6 semaines, ouais. T'as combien alors? T'as pas pris de poids alors du coup depuis ton... Si, du coup, j'ai repris, alors ça a été un peu en dents de scie, pendant 3-4 semaines, j'avais pris que 400-500 grammes. Après, c'était compliqué pour moi, je pense que mon métabolisme il était à fond tout le temps, avec en plus les cours co que j'ai repris, et les entraînements durs. Mais là, depuis la semaine dernière, du coup, en une semaine, j'ai repris 2 kilos, tu vois. Donc vraiment, il y a eu ce déclic-là en une semaine où j'ai accepté que mon corps prenne. Et je pense que quand on dit que le mental et le psychologique, ça joue, hein, c'est fou parce que même si je mange les mêmes quantités que là, qu'il y a encore 2 semaines, parce qu'on n'a pas vraiment augmenté la diète les dernières semaines pour que j'accepte progressivement, en une semaine, sans presque rien faire, j'ai repris 2 kilos. Donc c'est assez fou, quoi. De toute façon, il n'y a pas de choix miracle en post-compétition, parce que ça appartient à chacun. Il y en a, ils font des reverse, il y en a pendant 3 jours, ils se goinfrent, et après, ils reviennent sur une diète classique.
Moi, mon souhait, c'était, j'avais demandé à Rémi qu'il me laisse une semaine juste à l'écoute. Donc, je faisais mes propres plats vis-à-vis de ce dont j'avais envie. Il n'y avait même pas de cycle horaire, tu vois, par rapport à mes repas. Je mangeais quand j'avais faim, quand je voulais plus, j'arrêtais. C'était des aliments qui me faisaient envie. Donc, moi, en plus, je retournais vers des choses vraiment neutres et brutes. Donc, des bananes, des avocats, du saumon. Moi, c'est des trucs comme ça qui me manquaient. Et après, il m'a donné mes macros. Je me suis rendu compte qu'en m'écoutant, mes macros étaient coïncidés avec ce que je mangeais pendant cette semaine de off complet, tu vois. Donc, c'est là que c'est hyper important, finalement, de savoir s'écouter et qu'il n'y a pas de diète parfaite post-compétition universelle, tu vois. Ouais, clairement. Ouais, parce que moi, j'étais persuadée qu'il fallait faire comme tout le monde, de sortir et de manger au resto, etc. Mais au final, j'en ai pas été capable et ça m'a un peu frustrée. Je me suis dit, oh mon Dieu, je vais jamais réussir à manger. Et en fait, c'est revenu à un moment donné parce que je me sentais OK et que j'ai eu ce truc de me dire, bah maintenant, je me sens prête, quoi. Oui, bah, tu as raison. Hein. Je pense que Tiffany, tu as une capacité d'écoute maintenant sur ton corps et sur ton mental qui est assez grande, tu vois. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes, hein. Je sais qu'il y a beaucoup d'athlètes qui dérivent un peu aussi post-compétition, c'est pas évident. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un sujet tellement hermétique parce que faut savoir qu'à chaque saison de compétition, il y a au moins une quinzaine d'athlètes qui me contactent. Ah ouais. Et ça, bon, du coup, tu en fais partie aussi. mais il y a beaucoup d'athlètes qui me contactent parce que pour la plupart, ils n'osent pas en parler à leur coach. Et je suis la première personne visée parce que forcément, je l'ai vécu, je sais comment ça se passe. Maintenant que j'ai vécu une compétition et que mon post-compétition s'est passé de la meilleure façon, pareil, on me demande des conseils assez régulièrement. Et c'est quelque chose qui me chagrine parce que au final, il y a beaucoup d'athlètes qui en souffrent. Moi aussi, j'ai le chat. Je suis là. Il y a beaucoup d'athlètes qui en souffrent et qui n'en parlent pas et qui s'exposent sur les réseaux sociaux comme si tout allait bien. Et donc, les gens se réfèrent à la vision qu'ils ont d'eux via le prisme d'Instagram. Et moi, ça me chagrine parce que non seulement pour ces athlètes-là qui sont en souffrance et les personnes qui vont les suivre, qui vont s'imaginer des choses factices qui sont malheureusement illusoires. Et moi, j'ai la côté où je ne peux pas en parler parce que il y a quand même une forme de déontologie, tu vois, je ne vais pas balancer des noms, mais c'est bien présent et je pense qu'il faut au bout d'un moment mettre un coup de pied dans la fourmilière parce que ça fait souffrir beaucoup de monde. Oui, clairement. Ouais. Moi, je suis complètement d'accord. Mais du coup, tu vois, c'est pareil que ce qu'on a parlé avant avec Axel et la prise de masse. C'est toujours des sujets dont on ne parle pas. Et du coup, tabou. tu as une prise de C'est tabou. masse. Et puis, ça te fait. Alors que, en fait, quand tu vois les photos d'Axel ou d'autres personnes qui montrent leur prise de masse, tu te dis, mais en fait, c'est bon, je vais dans la bonne direction, en fait. Et ça te rassure, pas en jugement ou quoi, tu vois. Donc, ouais. Et vous vous comparez beaucoup sur les réseaux, que ce soit en prise de masse, en sèche? Prise de masse, non, moi, c'était plus en sèche. Je me comparais à mes concurrentes. Enfin, il ne faut pas le faire. C'est mauvais. Ouais. Mais comme je suivais le compte de BNBF, ils exposaient alors que c'était un souhait de ne pas regarder, mais à chaque fois je tombais dessus, donc je faisais que me comparer, surtout vers la fin, parce que forcément les états de sèche n'étaient pas les mêmes, et moi c'était quelque chose qui me frustrait, donc j'étais encore plus frustrée de voir les autres avancer et pas moi. Et au final, fallait se faire violence et se dire que non, le but initial, me concernant en tout cas, c'était pas de faire un classement comme je l'ai déjà dit, c'était vraiment de voir si j'étais sortie de tout ça. Et la preuve aujourd'hui, oui. Et toi, Axel, en prise de masse? Moi, je me compare pas forcément. Enfin, je me compare, oui, dans le sens où je me compare aux filles avec qui je pourrais me retrouver sur scène pour voir si je pourrais être compétitive ou non, on va dire. Mais après, je ne me compare pas dans le sens où je ne vais pas aller voir les filles à quoi elles ressemblent en prise de masse et voir si moi, je suis pas trop grasse, pas trop... Enfin, c'est vraiment ça, quelque chose avec lequel j'ai pas trop de soucis. Et puis, parce que je pense que, comme je l'ai dit, j'ai vraiment ancré ce truc de OK, il faut que je passe par là. Et je suis bien entourée, que ce soit par ma famille, mes amis ou mon coach. Enfin, je suis bien entourée. Donc, à ce niveau-là, j'ai vraiment pas de soucis. Mais par contre, tu vois, là où on est toutes vraiment très différentes, c'est que ce que Tiffany disait, alors que pourtant elle a vécu des troubles du comportement et tout ça par rapport à son post-compète, je sais d'avance que j'en serais incapable de faire une semaine où je m'écoute, j'en serais, parce que en fait je ne sais pas ce que c'est
du coup, de m'écouter, manger normalement. Enfin, moi, je sais très bien que si demain je dois faire une prépa, en sortant de là, je vais devoir suivre quelque chose. Enfin, je n'arriverai pas à m'écouter, à faire des repas comme elle a réussi à faire. Je le sais d'avance que ce ne sera pas possible. Alors que pourtant, tu vois, au quotidien, j'ai pas de soucis quelconques, quoi. Mais tu penses dans le sens où tu mangerais un peu tout et n'importe quoi, ce qui te passerait sous la main, ou plutôt tu sais pas donc ouais. Je pense que je mangerais n'importe quoi et je pense que je serais incapable d'avoir des quantités correctes, on va dire. Je pense et puis je pense que je partirais trop en couille. Ouais, je partirais. Ouais. Je pense moi que tu te sous-estimes. Ah, je suis vraiment pas sûre. Je pense que. Parce que en fait, nos quantités, on les connaît. Demain, on t'enlève une balance, tu arrives à faire une équivalence parce que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc même si c'est pas précis à 100%, ça y ressemble. Donc moi, c'est ce que je me suis dit pour me délester de la charge mentale de cette semaine de off. Et au final, malgré tout, je revenais vers des proportions qui étaient correctes, tu vois. C'est pour ça qu'après, quand j'ai eu mes macros, ça m'a surprise et je me suis auto-surprise de me dire, en fait, c'est la même chose qu'une reverse diet qui était déjà en place et que j'allais mettre en place en application. Et c'était ni trop, ni pas assez. Juste en t'écoutant, tu vois. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sous-estiment par rapport à ça. Ce serait vraiment un défi. Après, forcément, pas sur étiolé sur une semaine, tu vois, mais tester sur 1 ou 2 jours, avant que ça parte peut-être en cacahuète, on ne sait jamais. Mais faut voir. Ouais, mais peut-être que le fait d'être restreint, tu vois, et d'avoir mangé des aliments riz, poulet, en fait, les couilles, j'ai envie de pizza, j'ai envie de burger, tu vois. C'est ça, et c'est pour le même truc que par rapport au free meal, ce que tu nous demandais, Ophélie, si on faisait souvent des free meals et tout ça. Je sais que moi, mon coach, il fonctionne de sorte à ce que, à la base, quand il me donne le plan, il me dit pas, ok, t'as un free meal tous les. Il me dit rien, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, je lui demande à chaque fois si je peux en avoir un. Et du coup, suivant la période dans laquelle je suis, que je sois en déficit ou en off, il me dit, en gros, moi, je donne pas de ligne directive puisque chacun fait comme il veut. Et il me dit, je sais que si je dis c'est OK un free meal toutes les semaines, je sais que personne, du coup, va le faire toutes les semaines. Alors que ça se trouve, elle en aurait pas envie toutes les semaines. Et moi, je fonctionne comme ça. Donc, si tu me dis, OK, c'est OK toutes les semaines, je vais le faire toutes les semaines. Si tu me dis en post-compétition, c'est OK, écoute-toi, fais-toi plaisir. Ça, on en avait parlé, Axel, tu te souviens? Une fois, on est allés toutes les deux à Naturalia et on regardait un peu les rayons parce que moi, quand j'ai commencé le body, je calculais pas, juste je prenais un peu les choses qui me paraissaient healthy. Et il y avait du muesli protéiné Fabrichon, des trucs comme ça. Et on s'est rappelé qu'il y a eu une période, avant d'être dans le body pur, on mangeait en s'écoutant, mais c'était relativement sain et on arrivait à progresser. Mais il n'y avait pas ce truc de temps de temps. Toi, c'était pas aussi calibré qu'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on perd notre satiété à cause de ça, en soi. On perd notre satiété, notre écoute et des fois nos besoins. Donc on s'était dit, putain, c'était quand même bien cette période où juste on faisait de notre muscu, on mangeait bien sans peser, sans calculer, ça restait propre. Et après, si tu cherches plus à t'améliorer, forcément, tu as des rouages qui sont à mettre en place, qui sont beaucoup plus parfaits, tu vois. Donc, mais ouais, c'est parce que ma meilleure amie, elle est coach avec moi dans la salle et elle aurait fait moins de muscu que moi, mais des fois elle m'étonne parce qu'elle a vraiment une vision du si j'ai envie d'un truc, je le mange. Enfin, j'ai envie d'un bagel, je mange un bagel. J'ai envie de manger un Ipro, je mange un Ipro. J'ai envie de manger une pizza et un KFC le lendemain, je mange ça. Et en fait, elle a un corps incroyable, mais c'est vrai que moi je me dis, en fait, des fois je suis en train de conscientiser, de me dire, mais il est 16h et je mange du riz, du poulet, des brocolis. Et tu te dis, mais enfin, personne ne fait ça à part nous dans le body. Et avant, je mangeais un Ipro et 2 galettes de riz pour dire allez avec du chocolat en plus dessus. Et en fait, quand tu conscientises ce que tu es en train de faire, tu te dis mais est-ce que ça va. Enfin, je vais vraiment faire ça toute ma vie, tu vois. C'est assez surprenant en fait, ouais, le truc de diète comme ça où tu te dis mais c'était aussi bien de manger des fois des pâtes avec. Tu calculais pas enfin, tu pesais pas une boîte de thon ouverte et puis basta. Et en fait, ça t'allait très bien, tu vois. Donc ouais. Mais après, je pense que ce qui est le facteur, enfin le truc un peu limitant de ça, c'est que au bout d'un moment, tu progresses plus, quoi. Parce que il va falloir manger plus que ta faim, un moment pour progresser.
Et ensuite, en prise de masse, t'es pas tout le temps. Des fois, t'en peux plus, toi. Et il faut quand même que tu manges pour progresser. Mais maintenant, moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas chez moi, je sais pas si c'est chez vous pareil, maintenant, si je suis en période ou quand j'étais en période de plus de sèche, tu vois, de cut, j'arrive à être très focus. Où je vais faire zéro écart, je vais vraiment être très, très, très carré, tu vois. Par contre, on me dit PDM, vas-y. Moi, je me dis dans ma tête, tu vois. Ça veut pas dire genre n'importe quoi, pas du tout, hein. Mais ça veut dire que le but, c'est que je tienne. Le but, c'est que ce mode de vie me plaise. Et comme tu as dit, Shana, en fait, c'est est-ce que je vais faire toute ma vie ça? Ben, moi, j'ai envie de le faire très longtemps, ça, tu vois, parce que c'est une réelle passion, tu vois, la muscu. Et je me dis, ben non, je vais pas être à 50 ans encore en train de me dire, ah ben non, je vais pas faire une pizza, ben non, je vais louper ce moment familial qu'en fait, qui était quand même là, tu vois, et que ça, le temps, tu le rattraperas jamais, tu vois. Je me dis que il y a un temps pour tout. Évidemment, quand tu dois perdre du gras, ben, il faut être très carré. Mais maintenant, moi qui suis en PDM, où j'ai de toute façon beaucoup plus de calories, même si je pourrais encore en avoir plus, tu vois. Mais le truc, c'est que ouais, ben, c'est pas grave, une pizza, j'arrive à la faire rentrer. Je suis plus flexible. Ça veut pas dire que je fais n'importe quoi, mais ça veut dire que j'arrive à m'autoriser plus sans culpabiliser, tu vois. Mais c'est parce que toi, tu fonctionnes au macro aussi, du coup. Ouais. Mais moi, je fonctionne au macro, ouais. Tu peux, entre guillemets, faire rentrer un repas un peu plus différent dans ta diète. Même si je fonctionne au macro, par contre, dans ma diète quotidienne, je vais quand même avoir le plus souvent des aliments qui se ressemblent. Je vais pas faire 50 recettes juste parce qu'en fait j'ai la flemme, moi j'ai pas le temps dans ma journée et tout. Voilà, je sais ce que je mange. En vrai, je mange du riz, de la dinde, des pâtes. Enfin, en vrai, c'est quand même c'est flexible, mais j'ai quand même. Truc quand même. Mais Ouais, si un soir tu veux te faire un burger maison ou quoi, voilà. tu Je peux peux le le faire, mais en soi, je vais pas le faire tous les jours, quoi. Ouais, donc c'est une approche un peu plus différente. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal avec ça, avec le fait de me dire, ok, t'es en off, donc il faut que tu acceptes un peu plus de faire des friands, parce que moi, du coup, je suis pas au macro, donc si je veux, enfin, je pourrais l'être au macro, mais si je veux manger quelque chose à l'extérieur ou quelque chose de différent, c'est considéré comme un repas libre. Et je sais qu'en off, j'ai mis du temps, et je pense que je commence seulement un peu à l'accepter, le fait de vraiment me dire, ok, je suis en off, c'est aussi maintenant que je dois profiter, puisque j'ai eu beaucoup de retours d'athlètes qui, eux, ont vécu des prépas, parce que moi, je n'ai jamais vécu, qui me disent, Axel, si tu continues entre guillemets comme ça, c'est-à-dire à faire un free meal, disons une fois toutes les 2 semaines ou du coup 2 fois par mois, en prépa, tu vas t'en vouloir et tu vas te prendre une grosse claque parce que tu n'auras pas assez profité pendant ton off, quoi. Tu vois comment toi, Tiffany, ça? J'étais en train de réfléchir à ce qu'on disait par rapport à Shana tout à l'heure, parce que en même temps que vous parlez, je me refais le fil de la conversation. Et par rapport à la prise de masse, moi j'en ai longtemps eu peur et je l'ai même appréhendé, mais pas par rapport à mon physique, c'est par rapport à des quantités astronomiques que je peux manger. C'est-à-dire que moi, ma satiété avant de l'avoir, ça a mis très très longtemps. Et bon, je pense que c'est foncièrement dû aussi à l'anorexie, parce que bon, je me suis privée pendant 10 ans. Donc, d'un moment, j'ai l'impression qu'il y a mon estomac, c'est un trou noir. Et des fois, quand je vois les quantités de Sam où lui, il peut pas finir, ça m'agace, ça m'énerve, parce que moi, je peux les finir. Et que des fois, c'est tellement récurrent. Et je me dis, mais putain, j'ai un problème, parce que vraiment, moi, je pourrais manger le quadruple, vraiment des tonnes et des tonnes de bouffe. Sans, forcément, à bout d'un moment, j'arriverai à un seuil, évidemment. Mais c'est vrai que mes quantités, des fois, je les revois, je les repense et je me dis, ok, c'est ce dont mon corps a besoin pour ma progression, mais si je m'écoutais peut-être par gourmandise ou par forcément réflexe de survie par rapport à ce que j'ai vécu, je pourrais manger, mais bien plus. Et c'est pour ça que la prise de masse, ça m'a toujours fait un peu peur et que je suis très très vigilante lors de mes bilans, je me scrute davantage pour être sûr que je ne monte pas un seuil où ce soit un peu plus contraignant pour une prochaine prépa, de perdre plus de masse grasse. J'ai pas envie de revivre ça parce que c'est vrai que dans ma PDM précédente, j'étais montée très très haut, mais j'ai été obligée parce que déjà que j'ai très peu de masse musculaire en soi, un an pur que je m'entraîne dans le body, hein, je parle pas muscu, mais vraiment body, et j'avais quasiment rien construit, donc pour vivre cette prépa, il fallait que je monte très très haut en poids, mais c'était à la fois c'était bien parce que c'était la première fois que je me libérais autant d'un point de vue alimentaire, mais c'était aussi inconfortable parce que tu passes du tout au tout.
Et c'est vrai que les phases de PDM, je les appréhende vis-à-vis de ça. Bon, maintenant, j'ai un recul un peu plus grand, mais ce côté de l'estomac qui est un trou noir et que j'ai l'impression que je pourrais jamais m'arrêter de manger, ça m'a fait peur pendant longtemps. Mais je pense que c'est aussi peut-être juste une question d'hormones aussi, tout ce qui est gréline, tout ça, à ce qu'elle revienne à des taux normaux, comme tu as été tellement de temps en sous-nutrition, que forcément ton corps il a envie de manger plus. C'est comme un peu le post-show, hein. Il y en a qui n'arrivent pas à s'arrêter, qui ont une faim sans fin, parce que leurs hormones, elles sont un peu voilà, Là, ça fait... passées. Ouais, voilà. Donc c'est aussi un peu pour ça. Mais j'avais juste une question pour Shana. Toi, comme tu as fait une prise de masse aussi, tu nous avais dit avant, tu vois. Tu la vivais un peu comment? Tu avais aussi des repas plus flexibles ou c'était quand même encore carré? Alors moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une prise de masse, mais très rapide, dans le sens où quand j'ai contacté mon coach l'année dernière, j'avais déjà la masse musculaire, puis ça faisait 7 ans que je m'entraînais. Donc on a fait juste une recompo corporelle parce que ça a été un peu aléatoire la nourriture. Et en fait, quand on a voulu faire la compète, quand on s'est mis Strasbourg en tête, on a fait juste une légère prise de masse. Donc en fait, je l'ai pas vraiment, on n'est pas monté très très haut. On est monté haut, mais on n'est pas monté comme on pourrait monter là sur les prochains temps de ce qu'il m'a dit, tu vois. Donc j'ai pas vraiment vécu, j'ai pas j'ai pas assimilé que je faisais une prise de masse, tu vois. Mais par contre, pour dire à Axel, oui, profite, vraiment profite, parce que en fait, tu t'en rends pas compte, mais en fait, quand tu arrives en prépa et que tu peux plus le faire, tu te dis, oh, le bueno, comme je l'aurais mangé si j'avais su ce que je suis en train de vivre, tu vois. Vraiment, c'est des moments, surtout avec tes amis et tout, que en fait, tu t'interdis pendant plusieurs mois. Et ouais, franchement, profite. Vraiment. Je profite. Mais du Tu as coup, des calories super hautes, toi. moi, Ouais. mais non, pas tant que ça. Mais pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, du fait de. Enfin, je sais plus comment tu as dit ça, mais du genre qu'on en a marre de manger ou quoi que ce soit. Moi, je suis pas si haute que ça en calories. Je monte très haut en poids, mais pas tant que ça en calories. Du moins, j'en suis jamais arrivé à un stade de dégoût. J'en suis jamais arrivé à un stade où je me force à manger. Jamais. Alors, je sais pas si c'est parce que déjà, nous, les femmes, dans le body, je pense qu'on est très nombreuses à avoir eu des troubles du comportement alimentaire. Et même si j'en ai pas eu des aussi gros que Shana ou Tiffany, j'en ai eu. Et du coup, forcément, je sais pas, j'ai un appétit ou une capacité à manger qui est plus élevée que la moyenne. Parce que ce que Tiffany dit par rapport à Samuel, moi, ça m'est déjà arrivé dans le passé, où même quand je les côtoie, Tiffany et Samuel, que je vois que Samuel il a du mal à finir ses repas ou quoi, même moi je me dis mais donne, moi je vais manger. Alors, je ne sais pas si c'est du fait qu'on ait eu des troubles du comportement alimentaire ou pas, mais je sais que je suis capable de monter plus haut que ce que je suis. Après, je ne veux pas m'avancer trop vite. Ça se trouve, on monterait de 200 ou 400 calories, je serais en PLS, mais en tout cas, non, moi, je suis montée à 3000 maximum, je crois, 3000 calories. Donc, je ne suis pas montée si haut que ça. Je ne sais pas, Shana, toi, du coup, même si ta prise de masse était courte, tu étais montée haut quand même ou... Alors, en fait, il a quelque chose il l'a fait au début, donc j'étais à 3200, je crois, sur mes jours jambes, et 2008 sur mes jours haut du corps. Mais par contre, après, psychologiquement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé les calories et les macros. Il m'envoie ma diète, en fait, et il m'a enlevé les calories, parce que moi, je pense que ça me faisait psychoser, surtout sur la fin de la prépa, les pique-wick et tout, ça me faisait un peu flipper, tu vois. Donc il a enlevé les calories, mais en tout cas, j'étais à 3002 de souvenirs sur le plus haut, sur mes jours jambes. Et toi, Ophélie, je sais que tu manges bien aussi, non? Un sujet intéressant, ça, la pique-nique aussi. Oui. Moi, je suis à 2540 sur les jours on et 2340 sur les jours off. Mais en vrai, j'ai de l'appétit, hein. Ça va, ça passe très très bien, tu vois, je peux manger plus. Mais je pense que tu mangeras plus aussi petit à petit, de toute façon. Ouais. Oui, ça va augmenter petit à petit. Aussi, Le plus haut que j'avais fait, c'était 3005, mais c'était justement quand je sortais de mon anorexie, il fallait que je remange. Et on avait monté petit à petit les calories. Et à la fin, vraiment, in fine, je suis arrivée à 3005. Mais là, je sentais un dégoût parce que forcément, quand déjà tu es dégoûté de la nourriture vis-à-vis de la maladie et que là, tu arrives à un seuil aussi haut et qu'un jour tu tombes sur tes calories, parce que moi, pareil, je leur avais demandé de ne pas me dire le total. Une fois
dans la diète qu'il m'avait envoyée, c'était marqué au-dessus, il a oublié de l'enlever. J'ai dit, c'est pas possible, impossible. Et du coup, j'avais demandé progressivement de redescendre et même de stabiliser à quelque chose d'un peu plus correct. Parce que même moi, maintenant, qui avait peur et une appréhension de manger à côté des autres, et de là, de voir que je pouvais manger 6 repas par jour, alors que ne serait-ce que d'en avoir un, c'était un défi, c'était assez difficile psychologiquement de passer ce cap. Parce que psychologiquement, c'est de voir les calories, enfin, de voir le nombre de calories qui vous... Ah ouais. Parce que nous, on est... Ne serait-ce que... Par exemple, moi, quand j'étais anorexique, j'allais tout le temps dans les supermarchés, visualiser ce que je pouvais manger, et derrière, je regardais les calories. Donc, pendant longtemps, même quand j'ai eu mes premiers coachs, au lieu d'avoir des pâtes, je prenais du konjac, parce que c'était plus faible en calories, et que j'arrivais à tromper la personne qui me suivait, et moi, je me confortais dans mon trouble en faisant ça. Parce que forcément, c'est la maladie du mensonge. Donc, tu restes toujours dans ton petit confort et en même temps, tu te dis j'essaie d'en sortir, mais toi, tu es toujours dans cette phase d'entre-deux. Et de franchir cette barrière, en fait, soit tu te fais prendre au vif et à bout d'un moment, vraiment, tu es obligé de te faire violence et de dire ok, mes objectifs, ils sont là, mais je suis obligé de passer par là pour arriver là. Donc, au bout d'un moment, tu n'as pas le choix. Mais oui, les calories, même aujourd'hui, moi, je ne veux pas les savoir. C'est toujours cette notion de chiffre. Pendant longtemps, même la balance, c'était un problème. Maintenant, ça ne l'est plus. Mais il y avait toujours une appréhension de connaître ça. Et tu crois que tu surcompenserais si tu connaîtrais tes calories? Non. Non, franchement, quand tu atteins un seuil où tu as 10 ans de vie, et des fois, je coach même des femmes qui sont dedans depuis 20 ans, je me dis, j'ai eu beaucoup de chance, même si c'était 10 ans, d'en être sortie. Parce que c'est une maladie qui fait beaucoup, beaucoup de mal. Et que parfois, c'est une maladie qui t'isole aussi parce que on se rend pas compte, mais quasiment tout le monde en souffre, mais personne n'en parle. Donc tu te sens encore plus isolé dans la chose et t'en parles pas parce que c'est un sujet tabou et qu'il y a pire, ou alors ça se voit pas physiquement pour la plupart, donc t'en parles pas. Parce que sinon t'es incompris. Clairement. Et Shana, toi, tu le vois comment ta prise de masse là qui vient? Comme dit, j'ai vraiment switché dans ma tête depuis la semaine dernière. Quand mon coach vraiment m'a dit, écoute, là on perd en masse musculaire au niveau du fessier, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, je suis vraiment en train de faire de la merde. Et en fait, je me suis dit, ok, maintenant c'est bon, je lui fais confiance. Et je pense que le déclic d'avoir vu petit à petit le poids augmenter sur la balance, mais de me dire en fait, il faudra y passer, donc on s'en fout, je l'aborde vraiment de façon plus, comment dire, plus sereine. Beaucoup plus sereine. Maintenant, on s'est fixé les objectifs de date aussi, donc je sais qu'il va falloir que je fasse de la masse rapidement. Donc, du coup, ouais, je suis beaucoup plus sereine par rapport à ça. Je dis pas que je suis capable de manger un burger pour l'instant ou une pizza, mais j'arrive à me dire, si j'ai envie de manger, voilà, c'est un gâteau ou un truc comme ça, en plus de ma diète, je le fais, tu vois. Mais c'est vrai que je pense que Axel, du coup, t'es aussi sur une diète stricte, entre guillemets. Je pense que, ouais, parce que tu as juste c'est ça? Ah non. Moi, en fait, j'ai eu une semaine où je lui ai demandé de faire off complet. Après, par curiosité, comme je n'avais jamais fait de flexible, je lui ai demandé de me donner des macros et de continuer à m'auto-gérer toute seule vis-à-vis des aliments qui me faisaient envie, pour toujours garder cette écoute envers moi-même. Et j'ai fait ça pendant 2 semaines. Et d'ailleurs, je crois que j'en avais parlé à Axel, parce que je l'avais appelé, je lui avais dit, écoute, ça commence à me... Les macros, c'est trop chiant à gérer. Et je lui ai redemandé à ce qu'on passe sur une diète stricte. Et puis finalement, il m'a fait un strict, mais c'est toujours les mêmes aliments, mais ça reste assez cool parce qu'il y a quand même une variété. Par exemple, si j'ai pas de riz, je sais que j'aurai une quantité ressemblante, mais avec des pommes de terre ou de la patate douce. Enfin, c'est pas vraiment figé, si je puis dire. Ok, ouais, parce que du coup, tu vois, les écarts pour moi, c'est pareil que Axel. Je me dis, en fait, un repas libre à caser dans une diète un peu plus stricte, c'est. Faut ajuster en fait le reste. Moi, j'ajuste le reste. C'est ce que je fais depuis un petit moment, mais du coup, des fois, tu ajustes au moins, tu vois. Par exemple, je vais manger dans un japonais, je vais prendre un pad thai poulet, c'est des trucs simples. Mais du coup, sur mon repas d'avant, je vais enlever les glucides, alors qu'au final, je n'ai pas forcément besoin, tu vois. Mais parce que psychologiquement, comme je ne gère pas la quantité sur le pad thai, voilà, ça va être peut-être sur ça où c'est un peu encore un travail à faire, tu vois. Mais tu vois, moi, c'était un défi de justement ne pas enlever les glucides parce que c'est ce que je faisais avant. J'avais une pizza le soir, le midi, pas de glucides, et puis je pouvais réduire ma crème de riz l'après-midi. Ouais. Je me suis dit, mais est-ce que ça va freiner ma progression ou c'est moi dans ma tête qui me met des barrières sur quelque chose qui
en fait, il va rien se passer. C'est juste dans ma tête, la voix qui, là, a pris le dessus. Et mon but, c'est de justement ne plus me laisser happer par celle-ci. Donc, je me lançais des petits défis. Donc, au lieu de retirer les glucides sur 2 repas, je le faisais sur un seul. Et puis après, je rajoutais peut-être 10 grammes de glucides ou 20 grammes jusqu'à arriver au total que j'avais initialement. Et après, à ne plus avoir de soucis. Il faut se lancer des défis continuellement, même si c'est des tout petits. Chaque petit pas vaut son pesant d'or, comme on dit. Donc, il faut jamais rien lâcher sur ça. Et en vrai, de vrai, même si c'est une fois, tu dépasses. Et en vrai, ça change rien. Même si tu as pris 1 kilo le lendemain sur ta balance, en vrai, c'est sûr que le surlendemain, c'est déjà parti, quoi. C'est de l'eau, parce que c'est un peu plus salé. Ton corps, il a besoin de beaucoup plus pour réagir et pouvoir stocker de ouf, tu vois. Mais moi, j'ai une question pour vous trois, parce qu'on est les trois en diète fixe. J'étais à Bucarest il n'y a pas longtemps, encore la semaine dernière, enfin la semaine d'avant même. Et j'ai déprimé, vraiment déprimé, parce qu'en fait, j'avais pas assez pour cuisiner, tu vois. Même si j'ai tout le temps les mêmes aliments, en soi, je vais changer un peu les sauces. Enfin, j'ai besoin, en fait, de ce truc où j'ai l'impression de manger autre chose. Même si c'est les mêmes aliments, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que sinon, moi, ça peut vraiment me déprimer de ouf. D'avoir toujours exactement. En fait, tu gardes à peu près la même base, mais le topping, il change. C'est ça. Ouais, voilà. Et si une fois vraiment, je me dis, vas-y, aujourd'hui, j'ai envie de wrap. Alors qu'en vrai, des wraps, j'en mange presque jamais, tu vois. Mais imaginons, et ben, ça va me déprimer de me dire, ah bah non, j'ai mon. Enfin, tu vois ce que je veux te dire, vraiment, c'est moi, j'aime trop la bouffe, en fait. J'aime trop les petites recettes de temps en temps. Alors, quand j'ai le temps. Mais je sais que si je peux pas me le faire, ça va me déprimer, tu vois. Moi, je sais que je suis tout l'inverse de toi. Moi, j'ai l'habitude de manger vraiment tout le temps la même chose, mais genre tout le temps. Le seul truc qui change, c'est mon beurre d'oléagineux le matin et le goût de la farine. Moi, j'ai eu le malheur de lui changer sa cuisson du pancake. C'est quelque chose. Elle le fait bien épais, bien on dirait, enfin ouais, hyper épais et bien hyper sec. Tandis que moi, je laisse le dessus un peu mi-cuit. Ouais. Donc, ça fait vraiment une sorte de liquide. Et je lui ai fait ça la dernière fois, elle m'a fait, oh, c'est bizarre ton truc. Mais pourtant, c'est la même base de quantité, tu vois. Mais le fait de le préparer aussi, c'est encore autre chose, tu vois. Ouais, c'est une limite cérémoniale de préparer ces repas quand c'est toujours les mêmes. Je suis très attachée à mes habitudes. Je pense que je suis très fidèle aux choses que j'aime, dans la vie en général, de toute façon. Mais, et du coup, je sais que quand je suis habituée, enfin, quand je sais que j'aime ça, alors que le midi, je mange riz, poulet, haricots, hein, sel, poivre. J'ai 0 ketchup, j'ai 0 épices, mais j'adore ça. Et je mange tout le temps la même chose. Et s'il y a un jour où je vais pas avoir ce qu'il faut, enfin, je vais pas avoir d'haricots, par exemple, et je vais devoir mettre autre chose, ou je sais pas, ou j'ai pas de poulet, je vais devoir, ça m'est jamais arrivé. Mais je sais que là, je serai déprimée. Genre, du coup, tout l'inverse de toi. Parce que moi, j'ai vraiment besoin d'avoir mes habitudes Et quand je voyage, quand je pars une semaine à Paris ou quand je pars une semaine à Limoges ou je ne sais où, je fais les mêmes courses pour avoir toujours les mêmes choses. Il n'y a rien qui change. Ouais, c'est différentes approches, quoi. C'est marrant de voir. Après, en gros, c'est juste trouver sa façon de faire et la façon qui nous convient. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes peut-être qui n'y arrivent pas ou qui tiennent, tu sais, que 2-3 ans. Mais parce qu'en fait, ils veulent peut-être, ils se disent, OK, il faut que je fasse exactement ça. Mais en musculation, il n'y a pas de règles absolues. Enfin, il y a des règles. De variété en fonction des personnes que tu vas suivre sur les réseaux. Et que nous, quand on montre même si je pense que c'est un peu un fléau, ça, les What I Eat in a Day, tu te calques là-dessus et tu penses que c'est quelque chose qui va te convenir alors que pas du tout. Donc au final, tu vas d'échec en échec en te calquant sur la diète de quelqu'un qui n'est même pas du tout adaptée à toi et c'est pas une façon de faire qui mentalement te déleste, tu vois. Alors que moi, les What I Eat, je les prends plutôt comme ah ouais, vas-y, une petite recette à tester demain, tu vois. Moi, j'aime trop regarder ça parce que ça me donne des idées, toi. Et j'aime tellement manger différemment, je sais pas comment dire, en fait, ça me donne vraiment du plaisir, toi, de vraiment manger de temps en temps un peu différemment. Toi, je vais pas manger, par exemple, tous les jours, même si je mange. Ma diète, on va dire, ça va être la majorité de la viande et enfin des protéines, ça va être le thon, le poulet, le steak haché, mais il faut qu'à un moment le steak haché il soit le midi, une fois il faut qu'il soit le soir, une fois tu vois, j'ai l'impression de manger différemment. Ouais, non, mais ouais. Mais c'est bien que tu fasses ça parce qu'en vrai, en plus, moi je vois les recettes que tu partages sur Insta et tout ça.
Ça Et donne brownie, là, façon de brownie. ça donne trop envie. Et au final, tu vois, je me dis, c'est cool quand même parce que moi, j'aurais jamais la chance, on va dire, de les tester, puisque les moments où j'ai des free meals, je vais déjà d'une pas m'amuser à faire la cuisine, et de deux, encore moins m'amuser à faire un truc, entre guillemets, qui rentrerait dans mes macros ou quoi que ce soit. Je vais juste aller manger dehors quelque chose de, de bien dégueu. Mais ouais. Je comprends. Mais ouais. Et attends, donc on parlait de l'alimentation. Du post-compétition, tu m'avais dit que tu avais beaucoup d'athlètes qui venaient aussi, Tiffany, vers toi après le post-compétition. C'est quoi les plus grosses, ce qui revient le plus souvent, tu vois? C'est toujours des salutations, mais ça reste assez. Enfin, il me salue en premier abord. Voilà, je te contacte parce que voilà, tu l'as vu ou pas, je sors d'une compétition et puis bah, il s'avère que je commence à faire quelques crises. Et toi, comme tu es passé par là, est-ce que tu peux me dire si c'est des TCA ou non? Parce que souvent les gens se posent la question de savoir s'ils sont atteints ou pas. Et puis bah, après, moi j'échange avec la personne et je me rends compte que bah, on est en plein dedans. Et le pire, c'est que plus je gratte, plus en fait je me rends compte que c'est pas tout récent, c'est que ça date depuis des années et des années. Et après quand je demande est-ce que ton coach est au courant, ah bah non, je ne peux pas lui en parler. Ou des coachs sont au courant, mais ils disent écoute, tu es un athlète, tu fais ce que je te dis et peu importe que tu aies, je sais pas, envie de faire une disgrâce à ta diète, tu m'écoutes et tu suis. Sauf que bah, au bout d'un moment, quand il n'y a pas cette écoute, cet échange où tu peux justement bah, montrer tes vulnérabilités à ton coach pour progresser, bah, là il y a une fracture. Et à ce moment-là, bah, moi, je récupère tout ce beau monde. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais post-compétition, c'est à chaque fois, hein, je le dis soit à Axel, des fois je l'appelle et je suis énervée au téléphone. Parce que je lui dis encore une, ou encore un, et même des hommes. Et moi, je suis face à ça et je fais du coaching vis-à-vis de ça. Et moi, c'est vraiment un souhait d'être en co-coaching avec ces coachs qui sont spécifiés dans la préparation ou même des personnes lambda qui en souffrent, mais pour avoir un suivi plus poussé, tu vois. Parce que sinon, au bout d'un moment, ces athlètes-là, ils seront bah, non seulement malheureux toute leur vie, et il y aura toujours cette relation mensongère de coach à athlète qui n'a pas lieu d'être, tu vois. Et tu dirais que c'est le post-compétition ou le processus, tu vois, de la musculation qui donne les TCA, ou c'est majoritairement les TCA qu'ils ont eu avant? On s'est tous lancés dans la musculation, c'est que déjà, on n'avait pas confiance en nous. Pour la plupart, une grande majorité, c'est quelque chose qui est bien présent. Et donc, il y a des fragilités qui sont déjà bien installées. Et forcément, quand certains voient des compétitions, bah, ils se lancent le défi d'eux, alors que leurs fragilités sont encore bien ancrées et pas traitées. Et c'est là que ça fait le renforcement de l'iceberg, l'effet boule de neige. Et d'année en année, tu es dans le déni, tu te dis non, non, je ne suis pas malade. Et souvent, c'est le cas. C'est pour ça que c'est aussi, entre guillemets, une niche que moi, j'ai du mal à trouver des personnes qui veulent se faire aider, justement, vis-à-vis de ça, parce qu'ils sont tellement dans un déni profondément ancré depuis tant d'années. Et c'est difficile d'admettre à soi-même que tu es malade, surtout de quelque chose qui, au premier abord, ne se voit pas. Et tu proposes, tu as ouvert maintenant ton coaching hein, depuis pas très longtemps, tu as ouvert ton compte Instagram. J'avais déjà ouvert pendant ma compétition, donc du coup j'avais commencé à prendre quelques élèves, après j'ai dû stopper, et puis là oui je reprends officiellement maintenant que j'ai créé ma page secondaire, et qui d'ailleurs me prend tellement de plaisir à faire, parce que je me rends compte qu'en fait personne n'est éduqué sur quoi que ce soit vis-à-vis des troubles du comportement alimentaire. Parce que parfois je vais cibler quelque chose de bien précis dont on ne parle pas, on me dit ah oui mais moi je fais ça. Mais je ne savais pas que ça faisait partie d'un TCA, quel qu'il soit, que ce soit l'orthorexie, l'anorexie. Donc, il y en a tellement divers et variés. Il y a le liste est longue. Bah, c'est difficile des fois de faire le... Oui, vas-y, Axel. J'allais dire, ce qui est malheureux aussi, surtout, c'est qu'il y a très peu de gens qui sont éduqués là-dessus, et surtout très peu de coachs, parce que pour que des coachs viennent à dire, bah écoute, tu la fermes et tu fais ce que je te dis, peu importe si tu as envie de manger X ou Y truc, ou peu importe comment tu te sens, c'est là où on voit qu'il y a un vrai problème. Parce que... Comment c'est la comparaison de, tu vois, telle athlète, bah, elle, peut-être pas qu'elle fait des TCA, t'aspires à être comme elle. Tu vois, il y a une personne, elle m'a déjà dit ça. Hein. Moi, mon coach, il m'a dit, bah oui, j'ai envie en tout cas, de fouler ses talons. Et c'est vrai peut-être qu'elle a son pas de TCA, mais en soi, on n'en sait rien, parce que sur les réseaux sociaux, tu montres ce que tu veux. Et moi, quand je vois tout le temps l'envers du décor, et vraiment, cette année, c'était quelque chose, parce que vraiment, j'étais remontée comme un coucou, tellement il y avait de messages comme ça.
Et moi, j'aimerais bien aider toutes ces personnes-là, mais en soi, je peux pas parce qu'ils sont déjà coachés. Et ils me racontent comment le coaching se passe, mais moi, j'aurais tellement envie de travailler sur des petits détails de rien du tout. Mais aussi, il y a un ego qui est bien présent de la part des coachs pour ne pas déléguer certaines bases de travail. Et moi, j'ai du mal à m'immiscer là-dedans pour apporter une vraie aide auprès d'eux. Parce que en parlant de ça, de la concurrence des coachs, il y en a qui voient justement les gens comme des concurrents, tu sais. Et donc, du coup, c'est un milieu des fois assez compétitif, tu vois, entre coachs. Toxique, parfois. Oui. Ouais, donc c'est pour ça aussi. Mais je reviens juste de ce que j'allais dire avant, c'est que c'est difficile aussi des fois parce que la frontière, elle est mince entre TCA ou juste, ben, t'es déterminé à atteindre tes objectifs, tu vois. Comme quand tu dis orthorexie, tout ça, en fait, ben, ou bigorexie, ou plein de trucs, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est que des fois, en fait, juste comme Axel qui aime manger tout le temps la même chose. Tu pourrais dire, ben, ok, tu catégorises les aliments. Tu dis, bah, ça c'est sain, ça c'est pas sain. Mais en vrai, tu vois, tu peux tellement dire des choses alors que la frontière, elle est hyper mince. Ouais. Alors qu'en plus, moi, je mange juste ce qu'on me dit de manger. Putain, mais ça te convient et en vrai, t'arrives. Pour appeler pizza tous les jours. Et Chana, j'ai juste une question. Tu catégorises justement les aliments entre sains et pas sains? Non, pas du tout. Par contre, non, non, non. Bah, comme dit, l'anorexie, je la revis entre guillemets de façon moins intense depuis la sortie de prépa, mais je m'en étais quand même sortie à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que non, non, je catégorise plus du tout les aliments en fonction de s'ils sont bons ou pas. Enfin, pour moi, ça va dans une harmonie, tu vois, dans un équilibre. Non, ça, par contre, non, pas du tout. J'ai aucun mal à mettre du ketchup ou de la mayo ou de la moutarde ou n'importe en me disant c'est pas bon ou quoi. Non, pas du tout. Vraiment. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup, même dans la musculation, qui osent pas sortir de leur même riz, poulet, haricots. Mais parce qu'ils se disent vraiment le reste, tu vois, c'est des aliments qui vont pas me faire prendre du muscle ou des choses comme ça, tu vois. Non, pas du tout. Par contre, tu vois, genre, pour rebondir sur ce que Axel elle a dit, ça va, je pense, ta force sur la prépa de pouvoir manger tout le temps la même chose, parce que d'une part, ce sera hyper facile à gérer. Et moi, c'est vrai que sur la fin de prépa, j'étais pareil que toi, c'était tout le temps la même chose. Je variais même plus les farines, plus rien du tout, je mettais plus de sauce. Et ça m'a pas dérangée parce que je continue à prendre du plaisir d'une part. Et c'est vrai que j'entends beaucoup de personnes quand elles varient leur alimentation pendant la prise de masse ou la maintenance, que quand elles arrivent sur la sèche, bah, c'est plus compliqué pour eux de rester sur la même chose, quoi. Ça, c'est propre à Après aussi, c'est que depuis que j'ai commencé la muscu, c'est. Alors, je sais pas comment on peut le qualifier, mais je pense qu'on est tous touchés par ça. C'est qu'il n'y a pas un repas où il n'y a pas de protéines dedans. C'est-à-dire que même quand tu vas à l'extérieur, tu vas regarder sur la carte là où tu es sûr que tu as ton ratio de protéines. Ouais. Et mais ça, ouais. Parce que même des gens, bah, du coup, comme dit ma meilleure amie qui pourtant elle s'en fout, on va arriver au resto, il va y avoir une pizza genre trop bonne, des pâtes trop bonnes, mais s'il n'y a pas de protéines, on se regarde, on fait bah il n'y a pas de prot, tu vois. Et c'est fou quand même comme on est matrixé par ça. Ouais, ça par contre, je suis d'accord avec toi. Et tu vois, moi, tous les samedis, j'ai ma pizza, c'est mon cheat de la semaine, c'est ma pizza pezzo en bas de ma rue, où je sais que je prends la 4 fromages, mais je demande toujours 4 fromages supplément poulet. Mais oui, ils le savent quand je leur dis ils me reconnaissent maintenant, ils savent très bien supplément poulet. Je dis oui parce qu'il me faut, sinon ça va pas. Ouais. Et je sais que bah pareil, je dirais pas que c'est intrinsèquement lié au trouble, mais pareil, je me dis ma marge de progression peut-être qu'elle va être impactée par ça, alors que pas du tout, je ne pense pas même. On peut être je vais pas cataboliser parce que voilà, sur ma pizza il n'y a pas de poulet, mais c'est une habitude. Comme le disait Axel, c'est une habitude que tu te crées où il faut ce ratio-là, sinon tu as l'impression qu'il y a un manquement et tu finis ta journée, tu n'es pas bien. Ouais, après, moi, je le vois aussi plutôt comme je suis aussi peut-être dans la diète flexible, tu vois, où je sais que chaque repas, il me faut tant et tant de protéines, sinon, genre, à la fin, je vais galérer à avoir mes protes. Je sais pas, vous savez à combien vous êtes à peu près en protes ou pas? Pas du tout, Chana? Moi, c'est pas le plan, mais là, de tête, je ne vais pas te le dire. Ok. Ouais, parce que moi, je suis aux alentours je suis à 140, tu vois, donc je sais qu'il me faut quand même des protes à chaque repas, sinon je vais me retrouver à manger je sais pas combien, et du coup, pour l'assimilation, c'est pas ouf de bouffer non plus 100 grammes de protes sur un repas, tu vois. Parce que dans le body, on n'avait pas du tout ce genre de pensée-là, et c'est vrai que maintenant, tu as des choses un peu plus parasites.
Mais après, quand tu vois l'alimentation de certaines personnes, toi, qui sont pas dans le body, où c'est pas très sain non plus, tu vois des caddies ou même des personnes qui mangent, ou peut-être juste parce qu'elles connaissent pas et donc du coup, ben, elles sont pas renseignées là-dessus. Dans les tu vois les tapis à roulettes là, où tu vois ce qui est posé dessus, tu fais. Ouais. Ah, mais moi, je pense que c'est tout le monde. Hein. Je pense que les gens normaux, les gens lambda, sont comme ça. Moi, je sais que depuis peu, je m'occupe de ma maman. Je lui ai fait une petite diète, tout ça à sa demande. Et c'est là où tu te rends compte que en fait, les gens ne sont pas du tout éduqués sur la nutrition. Et son apport en protéines, il était nul. Mais nul. C'est-à-dire que, elle mangeait 100 grammes de poulet peut-être le midi, peut-être un bout de fromage le soir ou encore du poisson le soir, mais au final, si tu regardes sur la journée, il n'y avait rien par rapport à son poids de corps. À elle, c'est ridicule. Et c'est là où tu vois qu'il est le problème des gens d'aujourd'hui, hein, de toute façon. Alors peut-être nous, on est un peu trop matricés de là chercher des protéines au restaurant, mais à l'inverse, je pense qu'eux ne sont pas du tout éduqués à ce niveau-là. Et pourtant, c'est hyper important quand même d'avoir des protéines suffisamment. Alors même si c'est quelqu'un de lambda qui ne fait pas de musculation, je dis lambda, mais on a compris qu'il ne fait pas de musculation, ok, il n'a pas besoin d'avoir autant de protéines, mais c'est quand même hyper important d'avoir une dose dans la journée. Ouais. Tu voulais dire quelque chose, Shana? Non, j'étais d'accord avec Axel. C'est vrai que mon père, c'est pareil. J'ai dû lui expliquer qu'il devait vraiment manger beaucoup plus. Il mange le matin une demi-baguette avec du Nutella, tu vois. Après, il est très sportif, donc il va faire de la course, du vélo. Et il va rien manger à midi. Et le soir, ça va être une soupe et puis un bout de fromage. Mais je lui ai dit, mais là, il faut manger. Enfin, c'est pas possible, il faut manger plus. Même le repas du midi, même plus de protéines. Mais ils sont pas conscients de ça, en fait. C'est vrai que c'est pas assez, ou alors beaucoup. Ce qui me choque, c'est les aliments transformés. C'est des fois, tu regardes le tapis et tu te dis, mais il y a des pasta box, il y a les petites croquettes végétales, là, parce que les gens pensent que c'est sain. Et tu te dis, mais c'est fou comme tout est transformé maintenant et on revient plus aux bases, en fait, tout simplement. Tout est transformé, puis il y a trop de distractions aussi, donc tu as même plus rapport à l'alimentation où tu te poses et tu t'alimentes et tu savoures ce moment parce que ça reste quand même une denrée rare dont il faut profiter. Et là, le fait que tu aies des distractions de toutes parts, que la plupart du temps les gens ils bossent donc ils n'ont pas le temps, ou en tout cas ils ne s'accordent pas le temps parce que pour moi c'est une notion gérable, tu vois, le temps, t'en fais ce que tu veux, donc au bout d'un moment, si tu mets les ressources tu le trouves. Et c'est toujours l'excuse qu'on va sortir. Donc ouais, c'est assez désolant de voir que malheureusement, ce surplus de distraction d'aliments transformés qui te facilite toujours la vie et qui t'oblige à rester sur des acquis, c'est ce qui régit le monde aujourd'hui. Et il y a un truc qui me vient en tête, qui sort un peu pas du contexte, quand même pas, mais par exemple, quand tu parles de pasta box et tout, moi, c'est des choses, par exemple, qui m'attirent. Bon, même si, imaginons, jamais le goût, mais en vrai, il y a tellement rien à bouffer. Et des fois, j'ai peur, tu vois, je me dis, putain, il n'y a rien à manger, je ne vais pas avoir assez à manger. Je sais pas si vous avez aussi ça, mais la dernière fois, je suis allée, c'était une chaîne de tacos ou de burritos, machin un peu healthy, tu vois, nachos, je crois. Mais j'avais rien à bouffer. C'était un tout petit truc. Ok, tu vas dans les. Moi, c'est ça aussi. En France, je trouve que t'as les restos un peu ou chaînes un peu saines. Enfin, tu as les aliments qui sont frais et tout. Mais en vrai, t'as rien à bouffer. Ils te servent un bol, t'es là, t'as pas envie de manger ça, quoi. Ouais, mettre que du riz et puis après les toppings dessus, tu les comptes, ils se battent en duel. Ouais, mais c'est ça. T'as rien à manger dans les trucs sains. T'as pas envie de manger ça quand tu manges à l'extérieur. Par exemple, qui était grave à la mode, les Pokéballs, c'était à la mode. Au final, quand tu regardes dans la plupart des trucs, les Pokéballs, ils sont ridicules. Hein, t'as pas mangé. C'est pour ça, quand ils mangent des grosses pizzas, des gros burgers, pas aller dans les petits trucs. Non, mais c'est vrai. De nos jours, de toute façon, de tous les aliments transformés, que ce soit même dans les grandes surfaces, hein, tout ce que tu peux trouver pasta box ou autre, les quantités, elles sont ridicules. Et de toute façon, moi, c'est quand j'avais fait la diète, du coup, par exemple, à ma mère, elle m'avait dit, mais mon Dieu, mais je vais manger tout ça. Comme ça lui paraissait énorme. Alors qu'au final, quand elle a vu ce que ça lui faisait sur la journée, pas du tout.
Mais pas du tout. Et au final, et même des fois, maintenant, ça fait un petit moment que je suis avec elle maintenant, elle a faim, elle a encore faim, alors qu'elle prend un goûter qu'elle ne prenait pas avant, avec de la whey dans le goûter. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. En fait, les gens pensent qu'ils ne mangent pas beaucoup, mais c'est juste qu'ils mangent très mal. Ouais. Et ça, c'est même quand j'entends des fois, oui, j'arrive pas à perdre du poids, je mange 800 calories. Non. Si tu manges 800 calories, la vérité, c'est que tu perds du poids. Mais c'est juste que il n'y a pas 800 calories parce que en vrai, même dans des pasta box où il n'y a rien, ben les calories, elles sont quand même là. Mais c'est vrai que tu te rends compte quand tu manges quand même sainement et quand tu as des aliments variés que le volume alimentaire, il est quand même beaucoup plus présent que dans des aliments transformés. Ah, même un Le truc tout concept de Pokéball, ça conforte aussi les gens qui savent qu'ils mangent mal en disant bon bah cette fois-ci je vais manger quelque chose de bien. Oui. Alors qu'en fait bah t'as rien dedans. Mm. Donc c'est totalement biaisé et ça tronque les esprits de tout à chacun. Et c'est marketing. Oui, non, mais c'est ça. Et ça je suis d'accord sur le fait que même moi mes clientes bah, je leur fais un suivi diète aussi quand elles me le demandent et je leur donne 5 à 6 repas et elles me disent mais je vais manger autant, c'est pas possible, je vais prendre trop de poids, alors que pas du tout, la plupart du temps, même elles en perdent parce que leur métabolisme, ils en avaient tellement besoin que souvent, en plus, elles sont dénutries. Donc, quand je leur donne beaucoup à manger et qu'elles suivent à la lettre, la plupart du temps, il y a des résultats inverses. Et ça aussi, ça les réconcilie avec la nourriture, de se dire, ok, bah, c'est pas malsain finalement, c'est mon carburant. J'ai eu une nouvelle élève qui était, tu en connaîtras si elle écoute, mais qui était venue et qui avait une diète d'une diététicienne, tu vois. J'ai calculé un peu parce qu'elle avait une diète fixe, donc j'avais calculé un peu les calories parce qu'elle avait les grammages et tout, tu vois. On était aux alentours de 1100 calories, tu vois. Je me suis dit, what? 1100 calories, diététicienne, c'est pas possible. Et elle m'avait dit, oui, voilà, je t'avouais qu'il y a des fois où j'ai craqué. Je dis, mais c'est normal, t'as craqué. 1100 calories, qui mange 1100 calories, tu vois? C'est pas possible. Et je me dis que ça, c'est des professionnels de santé, tu vois. Donc bon. Mais pareil, moi, ma maman, avant de passer avec moi, elle avait déjà des diététiciennes et tout, mais quand tu regardes ce qu'elle leur donne, c'est... Ouais, encore une fois, il n'y a pas de protéines au petit déjeuner, il n'y a pas de protéines au goûter. Si tu fais le total sur la journée par rapport à un poids de corps, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est quoi? C'est un blanc, un fruit, de la dinde, une soupe. C'est ça. Les États-Unis, c'est manger sain. Ouais. Bon, je pense qu'on a fait déjà un bon petit tour. Oui. Merci déjà, c'était super cool. Je pense que on reforme. Oui. Même si ceux qui ont écouté et tout ont des sujets, même des idées de sujets qu'ils voudraient qu'on traite, pourquoi pas. Donc, comme dit, hein, on n'est pas forcément tout le temps nous quatre, mais voilà, c'est un peu un nouveau concept avec plusieurs d'entre vous, même si je pense pas non plus arrêter complètement le concept de juste, tu sais, deux ou j'interview quelqu'un, j'aime pas trop dire ça parce que c'est comme une discussion, mais c'est le portrait de quelqu'un. Ouais, voilà, je discute avec quelqu'un, mais ouais, c'était super cool, franchement, c'est super intéressant. Ça fait un peu discussion naturelle, je sais pas, comme c'est la première fois qu'on le fait, vous nous direz en commentaire si c'était cool ou pas. Et en tout cas, ouais, je vous souhaite une très très bonne soirée à vous trois. Merci encore. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.